Ce moment avait été court, et la scène que je viens de raconter s'était passée à quelque distance de moi. Cependant, malgré la rapidité de l'exécution et de l'éloignement de l'acteur, j'avais pu distinguer un jeune homme de 28 à 30 ans, aux cheveux blonds et de moyenne taille. Il était vêtu d'un simple pantalon de toile bleue, pareil à celui que portent habituellement les paysans les jours de fête. Mais ce qui indiquait qu'il appartenait à une autre classe que celle que l'apparence première lui assignait, c'était un couteau de chasse pendu à sa ceinture, et dont je vis briller aux rayons de la lune la garde et l'extrémité. Quant à sa figure, il m'eût été difficile d'en donner le signalement précis, mais cependant, j'en avais vu assez pour le reconnaître s'il m'arrivait de le rencontrer. Tu comprends que cette scène étrange suffisait à chasser, pour le reste de la nuit, non seulement tout espoir, mais encore toute idée de sommeil. Je restais donc debout sans éprouver un moment de fatigue, tout entier aux 1000 pensées qui se croisaient dans mon esprit et bien résolu à approfondir ce mystère. Mais pour le moment, la chose était impossible. J'étais sans armes, comme je l'ai dit, je n'avais ni la clé de cette porte, ni une pince pour l'enfoncer. Puis, il fallait penser si mieux ne valait pas faire une déposition que tenter par moi-même une aventure au bout de laquelle je pourrais bien, comme Don Quichotte, trouver quelques moulins à vent. En conséquence, dès que je vis blanchir le ciel, je repris le chemin du porche par lequel j'étais entré. Bientôt, je me retrouvai sur la déclivité de la montagne. Un vaste brouillard couvrait la mer. Je descendis sur la plage et je m'assis en attendant qu'il fût dissipé. Au bout d'une demi-heure, le soleil se leva et ses premiers rayons fondirent la vapeur qui couvrait l'océan encore ému et furieux de l'orage de la veille. J'avais espéré retrouver ma barque, que la marée montante avait dû jeter à la côte. En effet, je l'aperçus échouée au milieu des galets. J'allai à elle. Mais, outre qu'en se retirant, la mer me mettait dans l'impossibilité de la lancer à flot, une des planches du fond était brisée à l'angle d'une roche. Il était donc inutile de penser à m'en servir pour retourner à Trouville. Heureusement, la côte est abondante en pêcheurs, et une demi-heure ne s'était pas écoulée que j'aperçus un bateau. Bientôt, il fut à portée de la voix, je fis signe et je l'appelai. Je fus vu et entendu, le bateau se dirigea de mon côté. J'y transportai le mât, la voile et les avirons de ma barque qu'une nouvelle marée pouvait emporter. Quant à la carcasse, je l'abandonnai. Son propriétaire viendra voir lui-même si elle était encore en état de servir, et j'en serais quitte pour en payer la réparation partielle ou la perte entière. Les pêcheurs, qui me recueillaient comme un nouveau Robinson Crusoé, étaient justement de Trouville. Ils me reconnurent et me témoignèrent leur joie de me retrouver vivant. Ils m'avaient vu partir la veille, et sachant que je n'étais pas revenu, ils m'avaient cru noyé. Je leur racontai mon naufrage. Je leur dis que j'avais passé la nuit derrière un rocher, et à mon tour, je leur demandai comment on nommait ces ruines, qui s'élevaient sur le sommet de la montagne et que nous commencions à apercevoir en nous éloignant du rivage. Ils me répondirent que c'était celle de l'abbaye de Grandpré, attenante au parc du château de Burcy, qu'habitait le comte Horace de Bezeval. C'était la seconde fois que ce nom était prononcé devant moi et faisait tressaillir mon cœur en y rappelant un ancien souvenir. Le comte Horace de Bezeval était le mari de mademoiselle Pauline de Melien. « Pauline de Melien !» m'écriai-je en interrompant Alfred. « Pauline de Melien !» Et toute ma mémoire me revint. « Oui, c'est bien cela. C'est bien la femme que j'ai rencontrée avec toi en Suisse et en Italie. Nous nous étions trouvés ensemble dans les salons de la princesse B, du duc de F et de madame de M. Comment ne l'ai-je pas reconnue, toute pâle et défaite qu'elle était? Oh, mais une femme charmante, pleine de talent, de charme et d'esprit. De magnifiques cheveux noirs avec des yeux doux et fiers. Pauvre enfant, pauvre enfant. Oh, je me la rappelle, et je la reconnais maintenant. Oui, me dit Alfred d'une voix émue et étouffée. Oui, c'est cela. Elle aussi t'avait reconnu. Et voilà pourquoi elle te fuyait avec tant de soin. C'était un ange de beauté, de grâce et de douceur. Tu le sais, car, ainsi que tu l'as dit, nous l'avons vue plus d'une fois ensemble. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je l'aimais alors de toute mon âme, que j'eusse certes tenté d'être son époux,
si, à cette époque, j'avais eu la fortune que je possède aujourd'hui, et que je me suis tue parce que j'étais pauvre, comparativement à elle. Je compris donc que, si je continuais de la voir, je jouais tout mon bonheur à venir contre un regard dédaigneux ou un refus humiliant. Je partis pour l'Espagne, et pendant que j'étais à Madrid, j'appris que mademoiselle Pauline de Meulien avait épousé le comte Horace de Bezeval. Les nouvelles pensées que le nom que ces pécheurs venaient de prononcer avaient fait naître en moi commencèrent à effacer les impressions qu'avait jusqu'alors laissées dans mon esprit l'accident étrange de la nuit. D'ailleurs, le jour, le soleil, le peu d'analogie qu'il y a entre notre vie habituelle et de pareilles aventures contribuaient à me faire regarder tout cela comme un songe. L'idée de faire une déposition était complètement évanouie. Celle de tenter de tout éclaircir par moi-même m'était seule restée au fond du cœur. D'ailleurs, je me reprochais cette terreur d'un moment dont je m'étais senti saisie, et je voulais me donner à moi-même une réparation qui me satisfît. J'arrivai à Trouville vers les 11 heures du matin. Tout le monde me fit fête. On me croyait ou noyé ou assassiné, et l'on était enchanté de voir que j'en étais quitte pour une courbature. En effet, je tombais de fatigue, et je me couchai en recommandant qu'on me réveillât à 5 heures du soir, et qu'on me tînt une voiture prête pour me conduire à Pont-l'Évêque, où je comptais aller coucher. Mes recommandations furent ponctuellement suivies, et à 8 heures, j'étais arrivé à ma destination. Le lendemain, à 6 heures du matin, je pris un cheval de poste, et précédé de mon guide, je partis à Franc-Étrier pour Dives. Mon intention était, arrivé à cette ville, de m'en aller en simple promeneur au bord de la mer, de suivre la côte jusqu'à ce que je rencontrasse les ruines de l'abbaye de Grandpré, et alors de visiter le jour, en simple amateur de paysages, ces localités que je désirais parfaitement étudier, afin de les reconnaître et d'y revenir pendant la nuit. Un incident imprévu détruisit ce plan et me conduisit au même but par un autre chemin. En arrivant chez le maître de poste de Dives, qui était en même temps le maire, je trouvai la gendarmerie à sa porte et toute la ville en révolution. Un nouveau meurtre venait encore d'être commis, mais cette fois avec une audace sans pareille. Madame la comtesse de Bezeval, arrivée quelques jours auparavant de Paris, venait d'être assassinée dans le parc même de son château, habité par le comte et 2 ou 3 de ses amis. Comprends-tu ? Pauline, la femme que j'avais aimée, celle dont le souvenir, réveillé dans mon cœur, y vivait tout entier, Pauline. Assassinée. Assassinée pendant la nuit, assassinée dans le parc de son château, tandis que j'étais, moi, dans les ruines de l'abbaye attenante, c'est-à-dire à 500 pas d'elle. C'était à ne pas y croire. Mais tout à coup, cette apparition, cette porte, cet homme, tout cela me revint à l'esprit. J'allais parler, j'allais tout dire, lorsque je ne sais quel pressentiment me retint. Je n'avais pas encore assez de certitude, et je résolus, avant de rien révéler, de pousser mon investigation jusqu'au bout. Les gendarmes, qui avaient été prévenus à 4 heures du matin, venaient chercher le maire, le juge de paix, et 2 médecins pour dresser le procès-verbal. Le maire et le juge de paix étaient prêts. Mais un des 2 médecins, absent pour affaires de clientèle, ne pouvait se rendre à l'invitation de l'autorité. J'avais fait pour la peinture quelques études d'anatomie à la Charité, et je m'offris comme élève en chirurgie. Je fus accepté, à défaut de mieux, et nous partîmes pour le château de Burcy. Toute ma conduite était instinctive. J'avais voulu revoir Pauline avant que les planches du cercueil ne se fermassent pour elle. Ou plutôt, j'obéissais à une voix intérieure qui me venait du ciel. Nous arrivâmes au château. Le comte en était parti le matin même pour Caen. Il allait solliciter du préfet la permission de faire transporter le cadavre à Paris, où étaient les caveaux de sa famille, et il avait profité pour s'éloigner du moment où la justice remplirait ses froides formalités, si douloureuses pour le désespoir. Un de ses amis nous reçut et nous conduisit à la chambre de la comtesse. À peine si je pouvais me soutenir.
Mes jambes pliaient sous moi. Mon cœur battait avec violence. Je devais être pâle comme la victime qui nous attendait. Nous entrâmes dans la chambre. Elle était encore toute parfumée d'une odeur de vie. Je jetai autour de moi un regard effaré. J'aperçus, sur un lit, une forme humaine que trahissait le linceul déjà étendu sur elle. Alors, je sentis tout mon courage s'évanouir. Je m'appuyai contre la porte. Le médecin s'avança vers le lit avec ce calme et cette insensibilité incompréhensible que donne l'habitude. Il souleva le drap que recouvrait le cadavre et découvrit la tête. Alors, je crus rêver encore, ou bien j'étais sous l'empire de quelque fascination. Ce cadavre, étendu sur le lit, ce n'était pas celui de la comtesse de Bezeval. Cette femme assassinée et d'où nous venions constater la mort, ce n'était pas Pauline.